Bienvenue si vous nous rejoignez, chers amis. Nous sommes sur la pré-grille. Nous allons faire disparaître ces superbes monoplaces ici parce qu'elles ne vont pas prendre le départ. Mais on voulait vous les montrer à l'image quelques secondes, pas plus. Elles seront dans les stands situés juste derrière l'écran vidéo géant Paddock ici pour être admirées. Malheureusement, la famille Lions ne pourra pas prendre le départ. Et ces monoplaces sont là juste pour la photo, pour les photos. Donc si vous voulez les immortaliser, c'est le moment. Vous avez 2 minutes pour nous en parler, mon cher Joël, avant qu'elles ne repartent du côté de leur stand. La fameuse McLaren qui évidemment était une nouvelle génération et pourtant qui n'a pas connu le succès escompté. Avec la tactique aviation, on voit bien les nombreux rivets de part et d'autre, très très grands ailerons à l'avant, beaucoup d'appui à l'avant, un arrière également assez important. Et puis regardez les freins, les disques de frein qui sont accolés à la boîte de vitesse. On les voit ici. Et quand on voit la dimension des disques de frein, en fait, sachez que sur les voitures actuelles, vous avez des freinages qui sont tout aussi performants. Vous voyez comme quoi c'est assez amusant. Mais cette McLaren n'aura pas le succès escompté en réalité dans sa carrière. Et puis c'était le début des publicités extrêmement voyantes. On avait compris du côté d'un certain cow-boy américain que les couleurs flashy, eh bien, et le sport automobile était un excellent support. Juste à côté, on va un petit peu vite parce que pour être tout à fait franc, nous ne sommes pas en avance et nous allons essayer de faire rentrer très vite sur les grilles de départ les monoplaces des légendes qui vont évoquer les grands succès ici sur le circuit palois. Et malheureusement, la famille Lions qui vous accompagne aujourd'hui avec ces monoplaces depuis le début du week-end ne pourra pas prendre le départ. Permettez-moi d'avoir une petite pensée à Mme Lions qui est à l'hôpital en ce moment et mais tout va bien sur le fond, mais amicale pensée qu'elle garde mine de rien un souvenir pas que douloureux de sa venue à Pau. Absolument, avec cette voiture évidemment mythique, puisque vous savez, c'est une Surtees. Or, John Surtees est le seul pilote à avoir remporté le titre de champion du monde en moto, mais également en automobile. Et effectivement, eh bien, cette voiture a la technique aviation également avec les nombreux rivets. Et puis sur l'arrière de la voiture, on a également les freins inboard avec des grosses mâchoires. Derrière, regardez la pièce qui est magnifiquement travaillée avec la bâche à huile. Joël, il faut que nous évacuions ces voitures, s'il vous plaît, pour que nous puissions faire démarrer les autres. Donc nous allons devoir aller relativement rapidement. Je vais demander à tout le monde, notamment ceux qui sont des plus jeunes, de faire attention. On va mettre avec les 2 petites prises d'air ici, les 2 petites prises d'air qui envoient avec ces petits boas, qui envoient l'air sur les disques qui sont de part et d'autre de la boîte de vitesse. On va allumer les moteurs, ça va faire énormément de bruit. Protégez-vous les oreilles, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, protégez-vous les oreilles. Protégez-vous les oreilles parce qu'on va faire allumer les moteurs de ces monoplaces qui vont dans quelques minutes prendre le départ. Elles vont sortir de l'après-grille. Et Joël, cela dit, on va essayer de les montrer. À gauche, à gauche. On se concentre sur celle-ci dorénavant et on va aller rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps sur cette présentation, mais qui va vous permettre, cela dit, d'avoir un aperçu d'une grille qui évoque les grandes heures du sport automobile ici à Pau. Allons-y. Absolument, avec une techno, une forme très particulière, très très ramassée. Cette voiture est conduite par un garçon qui va extrêmement vite et qui est effectivement, on dira, l'un des fers de lance de la formule. Ce garçon qui a une techno de 1600 cm3 seulement et qui devrait être aux avant-postes avec les fameuses jantes, comme on les voit ici. Alors on sécurise les pilotes, ce qui n'était pas prévu, ce qui n'était pas évidemment d'origine. Vous voyez cette seule sécurité qui permet complètement de garantir la sécurité de l'ensemble de ces pilotes. On va les laisser partir sur la piste, vous allez les voir tous à l'image pendant le départ. Et vous entendez, si vous êtes sur le boulevard des Pyrénées ou si vous êtes du côté de l'écran situé tribune Foch et tribune Beaumont, le bruit retentissant de ces monoplaces. Je vais demander à la sono de Verlan de monter ici, s'il vous plaît, quelques instants. Merci de votre activité. Pour que nous puissions demander à toutes celles et tous ceux qui sont autour de Tissier de faire très attention, notamment pour les plus jeunes. Le temps que ces voitures prennent le départ, c'est le moment où il y a le plus de décibels depuis le début de la compétition. Merci donc de
restez prudent au niveau auditif. Et c'est sur la grille de départ qu'on va vous les présenter dans quelques petites minutes, puisque l'ensemble de ces monoplaces vont s'arrêter en pré-grille avant le coup d'envoi d'un plateau qui est un plateau assez spécial, puisqu'en réalité il a été constitué spécialement pour l'occasion ici à Pau par l'équipe de HVM. Et ils vont mon cher Joël, on va les voir sur la pré-grille, puisqu'ils vont tous se mettre en pré-grille. On va essayer de les commenter lorsqu'ils seront en pré-grille dans quelques secondes. Je ne sais pas si la caméra chef passe du côté de la pré-grille, mais quoi qu'il en soit, on va les voir sur écran tout à l'heure. Ça va nous permettre d'égrener le descriptif de l'ensemble de ces modèles d'exception sur un plateau qui est un plateau hors norme. On va remonter en même temps que nous parlons. Et je ne sais pas si on peut envoyer le cadreur sur la pré-grille, puisque après le tour de piste, elles vont constituer. Puisque depuis, elles vont constituer le point de départ. Elles vont se constituer, sur le grille de départ, qui sera ouverte d'ailleurs, qui sera ouverte à un certain nombre d'invités qui vont pouvoir ainsi côtoyer ces modèles absolument de légende, qui ensuite vont prendre le départ d'une véritable, et je dis bien véritable course, que nous allons avoir le plaisir de vivre et de vous faire vivre. Donc, chers amis, vous pouvez commencer à vous installer, si vous le souhaitez, du côté des tribunes, du côté de la Palmeraie, du côté de Foch, du côté de Beaumont. Car là, c'est reparti pour une après-midi non-stop de courses, de compétition. Et je le rappelle, l'ensemble de ces modèles, vous pouvez ensuite venir les admirer, les retrouver avec les pilotes lorsqu'ils regagnent le paddock. Allez, on va les voir sur écran, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Alors Joël, voilà ces modèles sur la grille de départ, s'installer à partir évidemment de l'ordre déterminé par les essais qualificatifs. Ça va être pour nous l'occasion de parler de l'ensemble de ces modèles. Bien sûr, vous parlerez tout à l'heure des pilotes qui vont prendre possession du circuit. Mais pour l'heure, jetons un petit coup d'œil sur l'ensemble de ces modèles. Regardez Joël, celui-ci en particulier. Alors, ça, c'est la voiture qui est en pole position. Donc, c'est un garçon qui est un grand collectionneur, puisqu'il s'agit de Manfredo Rossi di Montellara. On l'appelle le comte, c'est son vrai titre d'ailleurs. En Italie, c'est l'héritier de la famille Martini. C'est lui qui pilote la voiture numéro 62. C'est un garçon qui est non seulement collectionneur, mais un excellent pilote, vraiment un très bon pilote. Et cette voiture 62 est une March 762 de 1996. Et effectivement, il va avoir le vent en poupe. Il aura à ses côtés, comme souvent d'ailleurs, la voiture numéro 149 avec le Britannique Christopher Lillington Price. C'est une Techno de 1600 cm3. 1970. C'est une voiture qui a terminé sa carrière en 1971 sur le circuit du Nürburgring, qui a été entièrement reconstruite. Et ce Britannique en tire vraiment le maximum. C'est une petite surprise de voir cette voiture parce que les Techno étaient relativement peu nombreuses, alors que les marches, etc., ont eu des longues productions. La Techno était confidentielle. C'est une chance qu'on ait pu sauver cette voiture de la destruction. Et en version comme ça, 1600 cm3, T70, très belle voiture. À la troisième position, on a un garçon évidemment que nous connaissons trop bien, puisqu'il s'agit de Laurent Valéry Masson. C'est la voiture 122. Le papa de Laurent était également un excellent pilote et son collectionneur, bien évidemment. On l'a effectivement du côté de la 122, c'est-à-dire de l'autre côté. Voilà. Alors que là, c'est James King. Voilà, la 122, c'est la voiture bleue, hein. C'est la voiture bleue. C'est une voiture qui est un peu particulière parce que cette March 77B 1975 a une vie un peu compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est une Formule Atlantique. Faisait donc un championnat complètement à part, parallèle à la Formule 1,
qui n'a pas eu un grand succès. Mais les voitures étaient identiques quasiment au Formule 1, avec des moyens un peu meilleurs, c'est-à-dire que c'était un petit peu moins onéreux. Et puis on a fini par y remettre les moteurs exactement comme la F1 et ils sont redevenus évidemment des voitures compétitives. Là, du côté de Laurent Valéry-Masson, par exemple, on continue d'améliorer les choses toujours puisque les mécaniciens étaient en train de lui refaire quasiment un siège. Il disait qu'il était extrêmement mal installé. Or, à Pau, est bien installé dans le baquet, c'est très important. Il y a quand même pas mal de pif-paf, de changements d'assiette et d'appui. Et donc, il était vraiment pas à l'aise. Ils étaient en train de lui aménager un siège, un petit peu en bricolant, mais vous savez, c'est le propre des préparateurs. Et Laurent Valéry-Masson, évidemment, c'est le promoteur du Grand Prix de France historique. C'est le promoteur des championnats de France de véhicules historiques, il faut le dire. Et donc, c'est grâce à lui si nous avons beaucoup d'anglais, puisqu'il est très lié à nos amis britanniques. Et c'est un petit peu lui qui fait venir tous ces plateaux merveilleux. Et il est dans la course, il les connaît bien, il les côtoie régulièrement. Allez, on continue sur les véhicules. La voiture 149, Ellington Price, je vous le disais, voiture qui en 71 a fini sa carrière sur le circuit du Nürburgring. Une voiture qui est une voiture peu produite, la Techno T70 en version 1600 cm3, effectivement. Et c'est un pilote qui est toujours un des pilotes nés de grille. Et c'est régulièrement l'adversaire de Manfredo Rossi. Et là, eh bien, on va avoir un troisième larron. Juste derrière, on a la voiture numéro 64. C'est la voiture numéro 64. C'est James King qui la pilote, un Britannique encore, évidemment. Alors, c'est une classique, je dirais. Une classique, c'est les marches sont les plus nombreuses à être produites. Celle-ci est une 712 de 1971, encore avec le moteur 1600 bien évidemment, mais ces moteurs 1600, ces voitures sont très à l'aise à Pau, avec un moindre couple pourtant, et pourtant elles sont très à l'aise à Pau incontestablement. Et puis on va passer à l'italien de l'autre côté probablement, si notre ami caméraman nous entend, avec Gianluigi Candiani. Est-ce qu'on l'aperçoit la voiture? Oui, elle est verte. Voilà, elle est vert métallisée. Cette voiture qui est la voiture 44. La voiture 44. La voiture 44, là-bas sur la gauche. Voilà, qui est sur. C'est une Chevron P42. Là encore, c'est une voiture classique, je dirais, avec un 2 litres de 1978. Et ils vont se bagarrer avec les hommes de tête. C'est une voiture qui a déjà un peu de modernisme. On voit bien que le nez, il y a beaucoup d'appui avec un spoiler avant très bas et une voiture qui a beaucoup d'appui aussi bien à l'avant et à l'arrière. Et regardez également ces énormes prises d'air qui sont sur les côtés de la voiture. Là, en l'occurrence, sur le côté droit derrière le pilote, énorme prise d'air qui force l'air à rentrer sur le système, évidemment, pour alimenter le moteur en oxygène, si je puis dire. Ensuite, on remonte la ligne. On va avoir la voiture numéro 3 et la voiture numéro 1, normalement. La voiture numéro 1. Alors là, c'est extrêmement intéressant. Cette voiture numéro 1, c'est Robert Simac, c'est le collectionneur français. Le collectionneur français qui est au volant de sa voiture. Cette merveilleuse voiture numéro 1. Ça, c'est bien de la voir. C'est une marche 712 également. Il est venu avec plusieurs voitures et cette marche, eh bien, est une voiture qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt parce que c'est une des rares voitures françaises. Mais on a également Philippe Bonny sur la 23. On a également Philippe Bonny sur la 23 avec cette rare, très rare Trojan. La Trojan, c'est une voiture qu'ils ont sauvée. On ne sait pas comment. Cette Trojan numéro 23, eh bien, cette Trojan numéro 23, c'est Tom Rontoramac qui l'a construite. C'était l'associé en fait de Jack Brabham qui a vendu à l'époque à Brabham à Bernie Ecclestone, le célèbre patron de la Formule 1. Et Ron Toranac, de façon indépendante, a voulu créer la firme Trojan, lui qui construisait des McLaren et clients en sous-traitance. Alors il a dessiné cette Formule 1 en 1974, mais elle ne disputera que 8 grands prix, sans beaucoup de succès. Pourtant, elle était pilotée par le célèbre Tim Schenken. Voilà pour ce numéro 23. Si on peut continuer avec la voiture de Brian Morris. Ça sera sans image additionnelle, mais on voit la grille de loin. Allez-y, Joël.
Voilà, alors en remontant la grille, effectivement, on va avoir aussi des garçons que l'on connaît bien avec cette voiture numéro 23 dont je viens de parler, pardon, et la voiture numéro 110, la voiture numéro 110 de Daniel Petit. C'est une techno également, je vous le disais, on a la chance d'avoir des techno 600, des Formule 2 en réalité. Et celle-ci date de 1968. C'était une génération où on avait vraiment des formes rondes. Regardez cette numéro 110, on la voit sur le côté gauche de la piste dans le sens du départ, avec ces formes extrêmement rondes qui n'ont rien à voir avec les formes anguleuses, par exemple, de la voiture qui est en pole position, la voiture de Manfredo Rossi. On est encore dans les années 60, si je puis dire. On a gardé le coefficient de pénétration dans l'air, où il fallait avoir une sorte de fusée pour aller vite. En réalité, on s'est aperçu très vite, et on le voit avec les voitures qui sont devant, qu'il fallait rajouter de l'appui sur l'avant, parce que l'avant de la voiture avait tendance à décoller, et donc il fallait mettre de l'appui sur l'avant. Mais en mettant de l'appui sur l'avant, on perdait de l'adhérence à l'arrière, et donc il a fallu créer ces immenses ailerons arrière pour plaquer l'arrière de la voiture, notamment dans les grandes courbes. Alors on a vraiment les deux voitures, les deux types de voitures, et c'est ça qui est bien. Et puis on voit des voitures qui ont été aménagées un peu à la hâte. On voit par exemple la voiture vert pâle qui a le numéro sur la troisième ligne à gauche derrière la 49. La verte. Gentlemen, start your engine, please. Gentlemen, start your engine, please. Eh bien, on voit bien que la voiture a l'air d'une fusée exactement comme la 110, mais qu'on y a déjà greffé un aileron arrière. Et de toutes petites moustaches de chaque côté. Des moustaches de chaque côté. Alors, ce n'est pas encore le grand aileron, mais ce sont les petites moustaches de chaque côté et l'aileron arrière. Merci pour cette présentation. Les légendes du Grand Prix de Pau historique, un plateau créé pour l'événement, le Pau Classic Grand Prix. On va assister à un premier tour de formation tour de chauffe pour ces voitures. 13 voitures au départ, l'ambiance, le rêve, le mythique circuit palois pour de mythiques monoplaces, messieurs, pour ce départ. Allez, c'est parti pour le tour de chauffe avec un départ qui sera donné lancé. Autrement dit, un rolling start pour limiter les risques. Là, je pense que ce plateau est tout à fait exceptionnel. On l'a dit, il a fallu beaucoup d'énergie à tous les promoteurs organisateurs sous l'égide de la ZAC Basco-Béarnais avec le regard de la Fédération française du sport automobile pour parvenir justement à réunir un plateau monstrueux, somptueux, appelez-le comme vous voudrez, avec un poleman qui a remporté la course 1 hier. Et on le voit, hein, son casque Joël nous rappelle quelques couleurs connues. Et oui, bien évidemment, Manfredo Rossi di Montellara, le comte Rossi est l'héritier de la fameuse Martini. Et c'est pas par hasard si on retrouve les couleurs Martini Rossi sur son casque, sa combinaison. Et il rachetait toutes les voitures dans le monde qui ont couru sous les couleurs Martini. Et elles sont nombreuses. Il a un magnifique musée. Mais surtout, il fait rouler ses voitures de course, de collection. La preuve, il est là avec cette voiture numéro 62. Et en plus, c'est un excellent pilote. C'est un passionné, un excellent pilote. Très éclectique d'ailleurs. Il pilote des prototypes, pilote des monoplaces. Et cette voiture 62, croyez-moi, eh bien, il va falloir aller la chercher. En fait, ce qu'on va avoir, c'est une très belle bagarre derrière, je pense, entre la voiture 149, la Techno du Nürburgring, pilotée par Christopher Ellington Price, et puis Laurent Valéry Masson avec la voiture 122, qui elle est une March 77B un peu particulière, mais c'était une version Formule Atlantique. Hein, où on y mettait souvent des gros moteurs et qui est un peu le parallèle de la Formule 1. Elle est redevenue bien sûr dans la lignée complètement avec cette nouvelle livrée. Et en tout cas, on va avoir cette March 77B de 1975 à la bagarre avec James King. James King sur la voiture 64, qui est une voiture qui est très proche, hein, parce que la 712 à moteur 1600, eh bien, va peut-être être beaucoup plus agile en fait que la voiture à moteur 2 litres, qui est encombrante quand même, qui, Laurent Valéry Masson me disait, j'ai beaucoup de mal à la faire tourner sur ce circuit de Pau. On a beau avoir un petit peu plus de couple, eh bien c'est assez compliqué. C'est parti, Jacques. Ouais, c'est parti, magnifique départ, écoutez bien la musique.